Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Mamadi Doumbouya refuse la désignation par la CEDEAO d'un médiateur pour son pays dans le cadre de la crise née après le coup d'État du 5 septembre. Une prise de position dans la mesure où aucune crise interne de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée. Les déclarations du colonel, chef de la junte au pouvoir en Guinée. Un an après le début de la guerre civile, l'Éthiopie risque d'être emportée par l'une des pires tempêtes de son histoire. La guerre dans le Tigré et ses milliers de morts. L'ONU parle de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Puis la valorisation énergétique des déchets agro-industriels, des déchets incinérés pour produire de la chaleur et de l'électricité. La Tanzanie est l'un des pays à se lancer dans ce type de production d'électricité. On ouvre ce journal par la Guinée qui récuse la nomination d'un médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en la personne de Mohamed Ibn Chambas, désigné comme envoyé spécial en Guinée par la CEDEAO. À Conakry, Mamadi Doumbouya, le chef de la junte au pouvoir, parle d'une nomination ni opportune ni urgente. Amenechi. Le chef de l'État, président de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, a récusé mardi la nomination par la CEDEAO d'un médiateur pour son pays dans le cadre de la crise provoquée par le coup d'État du 5 septembre. Mohamed Ibn Chambas, diplomate ghanéen, devrait être l'interface entre l'organisation sous-régionale et la Guinée. Décision que les autorités guinéennes ne jugent pas nécessaire, annonçant que le processus de transition est sur une bonne voie. La Guinée a des arguments, effectivement, elle ne se considère pas en crise. Le problème fondamental, c'est que la Guinée, fort de l'expérience malienne, ne veut pas s'enfermer dans une crise, puisque, disons, dans un accord qui ne leur serait pas favorable à long terme. Parce que, effectivement, ce que la CEDEAO va dire, c'est proposez-nous un agenda et ça vous engagerait. À cet effet, le colonel Mamadi Doumbouya a adressé une correspondance au président en exercice de la CEDEAO, assurant la disponibilité du gouvernement guinéen à entretenir un dialogue constant et une coopération étroite durant cette phase transitoire. Le fait de ne pas recevoir l'envoyé spécial n'est pas un déni ou un refus de reconnaître la CEDEAO, mais effectivement un envoyé est là quand il y a crise et elle ne se considère pas en crise. Oui, pour moi, oui, la junte riche de l'expérience malienne et voulant éviter le piège là ne peut pas accepter un calendrier même volontairement proposé. La désignation de Chambas en tant qu'envoyé spécial avait été diversement commentée au sein de l'opinion guinéenne. À noter que de par ses fonctions antérieures, il faisait partie des médiateurs de la CEDEAO dans le cadre de la crise ayant secoué la Guinée en 2007. Il aurait donc fallu une autre personnalité plus impartiale afin d'agir en conformité avec les intérêts du peuple de Guinée. Un rapport conjoint de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme lève le voile sur les exécutions, les viols et les tortures commis par les belligérants, le Front de libération du peuple du Tigré et les forces armées fédérales. Depuis le 4 novembre 2020, date du déclenchement du conflit qui a fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés jetés sur les routes. Gladys Mwamba. Quel avenir pour le Tigré et plus généralement pour l'Éthiopie? Les affrontements armés perpétrés depuis maintenant un an inquiètent la chef politique des Nations Unies, Rosemary DiCarlo. Cette dernière s'est adressée le 8 novembre dernier au Conseil de sécurité de l'ONU en réitérant sa préoccupation concernant l'Éthiopie, pays profondément divisé, en proie à des violences et à des dissensions ethniques et politiques. Dans un pays de plus de 110 millions d'habitants, de plus de 90 groupes ethniques différents et de 80 langues, personne ne peut prédire ce que la poursuite des combats et de l'insécurité entraînera. Mais permettez-moi de préciser, ce qui est certain, c'est que le risque que l'Éthiopie sombre dans une guerre civile croissante n'est que trop réel. Cela entraînerait une catastrophe humanitaire et consommerait l'avenir d'un pays aussi important. Dans le seul nord de l'Éthiopie, plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.
Et dans le Tigré, environ 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine. Une situation déplorable à laquelle s'est récemment ajouté un rapport de l'ONU concluant à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par toutes les parties au conflit, des conclusions toutefois contestées. Nous rappelons à toutes les personnes concernées qu'il n'y a pas deux partis ici. Il y a un gouvernement qui représente la volonté du peuple éthiopien et qui représente l'État éthiopien. Il y a un groupe qui fait avancer sa cause criminelle par des atrocités. Toute tentative, y compris la campagne médiatique à laquelle nous avons assisté ces derniers jours, de blanchir le TPLF et de diminuer l'horreur qu'il a commise contre le peuple éthiopien ne sera que contre-productive. Malgré les multiples appels de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu durable et d'un dialogue intra-éthiopien inclusif pour résoudre la crise, les hostilités se poursuivent, ce qui inquiète les Nations Unies, car l'avenir incertain de l'Éthiopie pourrait à terme entraîner une instabilité dans toute la région de la Corne de l'Afrique. Report au Sénégal de l'audience de Barthélémy Dias. Le candidat de la coalition d'opposition à la mairie de Dakar était convoqué ce mercredi dans une affaire relative à un meurtre qui remonte à l'année 2011. En l'absence du principal prévenu, mais aussi d'avocats de la défense, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, a considéré la Cour. L'audience à la Cour d'appel a été reportée au 1er décembre prochain. Toujours au Sénégal, les partis d'opposition sont vent debout contre le rejet par les préfectures de leur liste dans certaines localités. Plusieurs coalitions de l'opposition dénoncent cette situation. En quelques mois des élections locales prévues le 23 janvier 2022, la coalition Yewwi Askan Wi, qui compte entre autres le PASTEF d'Ousmane Sonko et le parti de Khalifa Sall, dénonce un sabotage. Les autorités, elles, déclarent que ce rejet s'explique par des listes ou des dossiers incomplets. Philomène Tine. La polémique s'est bien installée au sein de l'échiquier politique sénégalais. Les partis de l'opposition qui souhaitaient faire un bloc pour aller aux élections locales du 23 janvier 2022 peinent à s'unir. Certaines de leurs listes ont été rejetées par les préfectures dans les différentes localités du pays. L'opposition, dans la tourmente, évoque une tentative de sabotage de la part du pouvoir par rapport aux décisions rendues. On ne peut pas prétendre occuper les fonctions de maire ou bien être le mandataire d'un parti politique légalement constitué ou bien d'une coalition de partis politiques sans pouvoir quand même être en mesure de constituer correctement un dossier de candidature. On ne peut pas non plus comprendre qu'un mandataire ne puisse pas amener son dossier à date échue à l'endroit indiqué pour déposer parce qu'on a constaté plusieurs forclusions. Moi, je pense que le problème relève plutôt de l'opposition, même si on peut constater quand même dans certains endroits un certain abus de pouvoir de la part de l'autorité, il faut le dire comme ça. Pour justifier ces irrecevabilités, les autorités territoriales estiment que certaines listes ou dossiers sont incomplets. La coalition Yewwi Askan Wi, qui compte tous les ténors de l'opposition, envisage de déposer des recours dans les différentes cours d'appel concernées par ces mesures. Selon elle, c'est la première fois que de massifs rejets ont été constatés pour des élections locales au Sénégal. Les élections locales sont des élections qui ont beaucoup d'enjeux parce qu'il s'agit d'élire en tout cas ceux qui vont représenter la population au plan local. D'aucuns pensent qu'à l'issue de ces élections-là, en tout cas, il va se dessiner une certaine carte électorale pour l'élection présidentielle à venir. Mais tout cela, à mon avis, doit se faire quand même dans la paix, dans la stabilité, dans la sérénité. On n'a pas besoin de faire appel à la violence, on n'a pas besoin de faire appel à la division. Les investitures des candidats aux élections municipales et départementales ont suscité plusieurs désaccords. Cela a notamment occasionné l'éclatement des coalitions de la majorité présidentielle et de l'opposition au Sénégal. Levée du couvre-feu au Maroc, décision motivée par l'amélioration de la situation épidémiologique et par la campagne de vaccination qui s'accélère contre le Covid-19. Le couvre-feu national était en vigueur depuis les premiers mois de la pandémie en 2020. Le pass vaccinal reste en revanche obligatoire pour voyager à l'étranger et accéder aux lieux clos. Les autorités marocaines ont également décidé de permettre à nouveau les déplacements entre les préfectures et les provinces. S'ils sont valorisés, beaucoup de déchets peuvent produire de l'énergie sous forme d'électricité.
Il peut s'agir d'ordures ménagères, mais aussi de déchets agricoles et agroalimentaires, une source d'énergie renouvelable. Et ça, la Tanzanie l'a bien compris. Certaines structures gouvernementales et internationales tentent d'encourager ce type de production. Joël Ballot. La Tanzanie a signalé un taux d'électrification de 84,6%. Cependant, l'île de Mafia, dans la région de Pwani, ne bénéficie que de 2200 kW, insuffisant pour ses 60 000 habitants. Fort de ce constat, le gouvernement tanzanien et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ont mis en place un programme de valorisation énergétique des déchets agro-industriels qui a vocation à améliorer l'alimentation en électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. L'agro-industrie a été choisie en raison de sa mise à l'échelle rapide et de son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation soutient déjà Kisiwani Farming, qui intensifie son utilisation des résidus des plantations d'huile de coco pour produire de l'électricité par gazification thermique modulaire et renforcer le système d'alimentation électrique de cette île tanzanienne. Pour atteindre l'objectif de ce projet, qui est la production de 1400 kW d'électricité par heure, plus de 4 millions de dollars ont déjà été débloqués, selon l'ONUDI, sur les 5,277 millions de dollars nécessaires. Une opération qui, concrétisée, permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone nocif à l'environnement, estimées actuellement à plus d'1 million de tonnes. De tels projets, certes, peuvent permettre donc d'augmenter la couverture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de localités qui vont avoir accès à l'électricité, mais l'un des défis majeurs reste donc la desserte, c'est-à-dire qu'effectivement, comment les ménages qui sont dans des localités électrifiées puissent accéder à ces localités. Donc je pense qu'à ce niveau, les attentes, c'est vraiment des mécanismes innovants, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, l'ONUDI soutient également les efforts du gouvernement de la Tanzanie pour couvrir les besoins en électricité de l'ensemble de ses populations. Ainsi, l'État envisage d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays de 550 MW d'ici 2023. Les défis de la formation au Tchad dans un contexte marqué par un chômage de masse. L'État se dit engagé à mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des filières plus professionnalisantes. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 45 000 nouveaux bacheliers frappent à la porte des universités cette année. Pour répondre à ce besoin croissant des structures d'enseignement supérieur, un complexe universitaire des écoles supérieures est créé au profit des jeunes. Initié par le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries et le développement, le complexe a pour but de former les bacheliers aux métiers en liaison avec les besoins de l'emploi. L'éternel débat sur l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi persiste. Et c'est pour cette raison-là que nous, dans la présentation des différentes écoles, nous ne voulons pas s'inscrire dans ce qui existe déjà, mais d'innover un tout petit peu à travers les débouchés liés à chaque école. À travers le complexe universitaire des écoles supérieures, les centres de recherche, le ministre de l'Enseignement supérieur et le secteur privé veulent s'associer pour proposer aux jeunes des formations professionnelles au format LMD. Contrairement aux autres structures, l'objectif du complexe est de former des praticiens pour répondre aux besoins du marché et favoriser l'entrepreneuriat. Nous, on a développé un truc similaire, mais pas forcément de l'alternance comme en France. On a notre propre terme. On a beaucoup de temps de travaux pratiques, des TD, mais moins de temps pour la théorie. On donne l'essentiel parce que la théorie, la personne peut l'obtenir partout. Le plus important, c'est la pratique et on va plus miser sur les travaux pratiques. Pour rappel, par manque de structures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle dans beaucoup de secteurs d'activité économique du pays, plus de la moitié des jeunes bacheliers tchadiens émigrent chaque année vers les pays voisins, comme le Cameroun et le Nigeria, pour poursuivre avec leur cursus universitaire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.